Chers amis de TV Liberté, bonjour, très heureux de vous retrouver. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Scoven. Stéphane, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes essayiste, vous venez, quand même déjà quelques mois, vous avez publié un ouvrage aux éditions Perspectives Libres qui s'appelle Petit manuel de libération et d'indépendance de la France, qui est un ouvrage, en plus un ouvrage assez visuel, c'est un bel objet quand on l'ouvre, etc. Pour ceux qui aimeraient, disons, que les explications techniques peuvent parfois un peu arrêter, là pour le coup il y a des schémas, c'est assez clair, c'est assez vivant. Où vous voyez, par rapport à notre situation actuelle, vous prenez comme exemple le dernier grand redressement de la France, donc le redressement de la France post-Seconde Guerre mondiale, et vous nous racontez comment on prend un pays qui est par terre, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je voulais que vous nous disiez comment vous en êtes arrivé à ce parallèle, comment vous en êtes arrivé à écrire cet ouvrage, et grosso modo, qu'est-ce qui vous fait croire que ce parallèle est valide? Alors ça remonte à loin. En fait, c'est lié à un mélange familial de croisées de chemins, de vie, de gens que j'ai pu rencontrer qui avaient des positions très différentes. Et donc la manière dont je voyais les choses, déjà dès le départ, était assez ouverte, c'est-à-dire ne pas me fermer, ne pas être doctrinaire dans la manière de voir la situation. Et puis après, par les études, je me suis intéressé en gros aux années 30 jusqu'aux années 50. Donc là, c'est vraiment un intérêt qui se croise entre ce que moi je vois au quotidien, autour de moi, et la situation politique. Puisque j'ai quand même 55 ans, donc ça fait quelques années de vol. Donc voilà. Et puis ce que j'ai pu constater dans mes études. Et après, du coup, j'ai alimenté et je regardais les choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on voit des éléments se mettre en place. En fait, il n'y a pas de buisson ardent, je ne suis pas Saint-Paul. Mais du coup, au fur et à mesure, on fait des passerelles avec des choses. Et à un moment donné, je pense que comme beaucoup de gens, la bascule pour moi c'est 2005. Dans cette optique-là, ça se passe. C'est pas simplement le référendum, mais c'est vraiment un moment donné où ma réflexion aboutit à me dire que là il y a quelque chose qui ressemble de plus en plus à une dépossession et à une occupation, progressivement. Alors c'est dilué, hein. C'est pas aussi clair. La bascule vraiment nette pour moi, et notamment l'idée de sortir de l'Union européenne, parce que ça me semble être un ensemble de choses qui nous occupent, et donc le besoin de se libérer, c'est, je dirais, vraiment, là c'est clair pour 2009. C'est-à-dire qu'entre 2005 et 2009, moi, ma pensée va vraiment évoluer comme ça, avec des éléments. Et donc je m'appuie sur tout ce que j'ai pu constater, c'est-à-dire, m'intéressant beaucoup au CNR, je regardais d'où venaient les gens. Et souvent, j'entendais autour de moi des personnes qui avaient des positions très, très fermées. C'est-à-dire, très souvent, on avait un discours, les gens viennent de gauche. Après, on avait un discours où il y avait une volonté, je dirais, de l'autre côté, de récupérer aussi la chose. Et moi, je constatais pas ça. C'est-à-dire que je constatais dans tout ce que je pouvais lire, ce que je pouvais voir au quotidien. C'est-à-dire, dans mon quotidien de vie, je voyais des gens qui avaient des positions à la base et des votes très différents. Et les clivages n'étaient pas du tout là où on le pensait. Et plus les années ont passé, plus cette situation m'est parue apparente. C'est-à-dire que, en vivant, moi je vis dans le rural, et alors qu'à la base je ne vivais pas là, donc j'ai traversé plusieurs mondes, sociaux, géographiques, et donc forcément, en faisant ça, on est à cheval sur plusieurs interprétations du monde. Et du coup, je regardais les gens, je discutais avec, et je constatais que quand on me racontait, quand on m'analysait la situation et le champ politique, j'étais pas du tout d'accord. Exemple type, le PS, et je le compare à la SFIO de l'époque. Ça va être un exemple. La SFIO, elle implose véritablement au moment, en 30, on va dire au Congrès du Mans, c'est 38 et 39. C'est-à-dire on est après Munich. Et là, dans les 2 ans qui suivent, la SFIO explose littéralement. Ils se haïssent, c'est-à-dire qu'ils sont coupés en deux. Et donc, on a une recomposition des forces à l'intérieur. Je ne raconte pas trop en détail, mais il y a vraiment une recomposition des forces. Et les deux qui étaient très proches, Paul Faure, le patron de la SFIO, et celui qui était la figure intellectuelle, Léon Blum, se séparent. Et ils illustrent chacun une position qui va, dans l'occupation, se traduire par l'un, la collaboration, Paul Faure, et l'autre, la résistance.
Et cette division-là, on la voit vraiment dans tous les partis politiques. On la voit au moment du 10 juillet. Parce que là, comme dit Blum, en fait, tout se décompose. C'est comme une cuve d'acide. Eh bien, là, la situation qu'on a vécue les 20 dernières années, c'était ça. C'est-à-dire moi j'ai eu des réunions où je voyais des gens que je sentais avec des positions démocratiques et d'autres pas du tout, dans les mêmes partis. Et donc, je l'exprimais de manière claire dans les réunions. Et je voyais bien que certains étaient en phase et d'autres pas du tout. Et c'est ça qui m'a amené à petit à avoir cette réflexion de fond sur le parallèle que je faisais entre les années 30 et ce qui s'est passé à la fin. C'est-à-dire que du coup, on a une implosion complète du champ politique. Il est littéralement pulvérisé. Et les gens venant de partout se retrouvent. C'est pour ça que dans mon bouquin, j'ai choisi en particulier la phrase de Dubuis-Bridel qui disait il parlait en fait à Pierre Veillon, le communiste, et dont il était très proche, et il expliquait que après la libération, il y aurait l'indépendance. Parce que la libération, c'est effectivement on se débarrasse des Allemands, mais l'indépendance, c'est beaucoup plus compliqué parce que on a quelque chose où même dans la résistance, en plus, là aussi, on a des divisions. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont pas tous sur les mêmes positions pour l'après-guerre. Et alors, je dis pas l'avant-guerre, où là, vraiment, on avait tout un champ politique où, de toute façon, tous ces gens-là, ils étaient dans des partis qui étaient factices. Et la situation qu'on a vécue, là, les 20 dernières années, c'était ça. Ils se sont littéralement décomposés. Et je pense que la situation qu'on vit va continuer à se décomposer. Même si il y a deux exemples que je trouve assez frappants. Le RN a vidé Philippot, qui était l'aile, je dirais, plutôt souverainiste, enfin qui voulait l'indépendance. Et du côté de Mélenchon, on a viré Kuzmanovic de la même manière. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand même une claire, un coup de nettoyage a été fait pour ne plus avoir ces gens-là à l'intérieur de ces deux partis. Donc on voit que le processus politique, il a été continu entre la décomposition du PS, de MP, et puis maintenant cette espèce de nettoyage qu'on fait. On voit bien que c'est un processus continu. Voilà. C'est le... Et donc c'est pour ça que j'ai fait... en vous écoutant, c'est vrai que, objectivement, toute la vie politique de la fin de la Troisième République, en fait, elle meurt bien plus tôt. Elle meurt avec ses derniers grands hommes. Ouais. Elle meurt avec ses derniers grands hommes. C'était un régime qui détestait les grands hommes et qui n'a vécu que sur eux, qui a vécu sur Clémenceau, qui a vécu avant sur Gambetta, etc. Donc, qui avait une haute administration à peu près... alors particulièrement celle qui tenait les universités, les grands juristes, etc., qui étaient tout à fait capables et qui étaient assez patriotes, chose qui se retrouvera sous la quatrième, vu que la quatrième est tout aussi faible, mais elle a la haute administration de la résistance, et c'est pour ça qu'elle va tenir plus de 10 ans, avant d'être emportée par la guerre d'Algérie. Or, on ne se rend pas compte qu'en réalité, la grande lessiveuse de la fin de la Troisième République amène au grand gouvernement central qu'est Vichy. Et fondamentalement, En Marche, c'est la grande lessiveuse des sortants et des revenants. Oui. Ce que Vichy a été, d'une certaine manière. Surtout, c'est un travestissement pour accepter l'occupation des intérêts de la haute bourgeoisie. Oui. Bon, et là, pour le coup, le macronisme est totalement dans cette lignée-là. C'est le sens réel du terme d'extrême centre, en fait. Oui. Alors, moi, je n'utiliserais pas forcément même si je comprends le point de vue d'utiliser le terme extrême centre, mais parce que j'ai tendance à aller voir différemment, à voir le champ politique différemment. C'est-à-dire que quand, par exemple, on a des gens qui ont une exaltation de la violence, quand on quand on mutile des gens dans la rue comme ils l'ont fait, c'est quand même qu'il y a un certain souci avec le rapport à la violence. Quand on a une exaltation de l'inégalité, traversez la rue, vous allez trouver quelque chose. Et c'est quasiment du racisme social qui est derrière. Quand on a... Pourquoi quasiment ? Là pour le coup, c'est... Là, je suis un peu modéré. Non mais en plus, non mais c'est vrai. Objectivement, en plus, on peut pas dire qu'ils se cachent derrière leurs petits doigts sur ce côté-là. Non. Bien qu'ils n'aiment pas quand on rappelle le terme racisme social, ils vont pas forcément l'aimer, mais c'est vrai que ça me paraît évident. Et de la même manière, il y a une part d'essentialisme, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de considérer que des gens sont par naissance pauvres. C'est comme ça, ils sont nés pour être pauvres, et donc l'éducation n'a pas de sens d'ailleurs pour eux. Pourquoi faire de l'éducation pour des gens qui sont censés de toute façon rester pauvres ? Donc il y a ces éléments-là qui sont là. Du coup, est-ce qu'ils sont au centre ? Moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient au centre. Moi. Et quand je pense à Dubuis-Bridel qui rappelle que
à la sortie de la guerre, dans l'Assemblée, les gens qui ont des positions presque plus modérées que ce qu'on a actuellement, il les considère, lui qui vient parcours de début Bridal, c'est Action française, puis il va être à la Fédération républicaine, droite, et après, donc, il est dans la Résistance, donc il a une orientation de plus en plus, voilà, je dirais plus en plus vers la gauche, mais comme toute la Résistance. En fait, l'analyse qu'il fait de cette assemblée, c'est qu'il y a une petite portion de gens qui sont à l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est comme ça que lui les voit. Et je pense que la manière dont on peut voir le champ politique, est-ce qu'on les met au centre ou est-ce qu'on les met à l'extrême? Je pense que le mot extrême me paraît plus correspondant. correspondant. Ça nous évite d'utiliser des termes d'extrême droite, extrême machin, mais l'extrême tout court, je trouve que c'est parlant. Parce que là, on est vraiment avec des gens qui sont violents, et dont les liens avec effectivement la période de Vichy sont assez flagrants. Oui. C'est-à-dire, ils n'ont comme pouvoir que le pouvoir de répression et de pillage. C'est tout. C'est les deux pouvoirs qu'ils ont véritablement entre les mains. Et pour le reste, ils n'agissent qu'en marche, qu'ils n'ont pas de pouvoir. C'est juste des marches. Et donc là, c'est très proche. Là, pour le coup, on est très proche. Chez les gaullistes, le père Gaston Fessard, qui est un des grands penseurs du gaullisme, faisait la théorie du prince esclave à l'époque. Et Macron, c'est ça. Mais mis à part une partie de l'état-major de Vichy, il était de mauvaise grâce. Lui, il est de bonne grâce parce que il aime son rôle, il aime profondément son rôle d'exécuteur. D'où le fait que, contrairement d'ailleurs à beaucoup de gouvernements européens, quand il reçoit des directives, il dit que c'est lui. Alors que, prenez le cas, on a vu récemment dans la répression du mouvement des retraites, vous avez eu exactement la même chose en Espagne. L'Espagne a dit, c'est l'Union européenne qui a dit, point. Macron dit non, c'est moi, parce qu'il a un besoin, déjà premièrement, il a un besoin psychologique de la ramener en permanence, mais il a également le laquais premier de la classe, c'est-à-dire laquais mécontent. Alors, j'avance un petit peu dans votre ouvrage. Pour vous, quelles sont les leçons dans ce redressement de la France, au-delà du CNR en lui-même, qui, vous le dites bien et vous le détaillez bien dans l'ouvrage, le CNR est une expérience humaine absolument phénoménale dans l'histoire de France. Oui. Parce que des hommes qui se seraient entretués dans l'entre-deux-guerres, vont travailler et vont orienter la France pour quand même plus de 70 ans. Or, pour vous, au-delà de cette expérience, qu'est-ce qui est transposable dans les leçons de cette aventure-là? Je pense qu'il y a une chose qui me vient assez spontanément, puisqu'on a juste touché cette question juste avant de venir. Moi, ce qui m'a fait réfléchir tout de suite, c'était une phrase qui était « Je ne demande pas d'où on vient, mais où on va ». Ouais, c'est assez, je trouve que c'est parlant, c'est-à-dire qu'on ne va pas juger les gens. Il y a des limites, mais globalement, on ne va pas juger les gens par rapport à leur parcours politique d'avant. Donc effectivement, ils auraient pu se tuer, ces gens-là. Effectivement, ils se haïssaient, véritablement. Et pourtant, ils vont faire un compagnonnage ensemble. Il y a un cas type, Renouvin, qui est un grand bonhomme de la Résistance. C'était quelqu'un qui était... c'est lui qui, à un moment donné, sous l'Arc de Triomphe, va gifler Flandin, qui, lui, a... fait des courbettes à Hitler, et donc il est absolument... Et il veut justement pas... Il veut que Munich ait lieu correctement, et donc il fait des courbettes, et lui va le gifler. Et pendant la Résistance, ça va être un très grand résistant. Et lui, il vient de l'extrême droite, et il va diriger des gens, il va faire ce qu'on appelle les kermesses, il va faire exploser des tas de dépôts d'armes. Il finit fort mal, parce qu'il finit en camp, il meurt. Et M. Renouvin, en fait, il dirigeait des groupes dans lesquels il y avait des communistes. Donc, on a concrètement dans l'action... Et c'est souvent ce qui se passe dans l'action. Les gens se rapprochent. Et du coup, ils évoluent. Ils évoluent. C'est-à-dire que le fait d'agir en commun va les faire évoluer dans leur position. C'est-à-dire qu'ils partent d'un endroit, ils arrivent à un autre, et de l'autre côté, c'est la même chose. On voit que les gens qui partent d'un endroit, alors globalement, je dirais, il y a presque un croisement. C'est-à-dire qu'un ensemble va vers la gauche, d'un point de vue du rapport à la population, du rapport au social, on voit bien qu'ils s'orientent vers ça. Tout un tas. Et de l'autre côté, tout un tas de gens s'en éloignent totalement, s'éloignent de la République complètement, alors qu'ils viennent, pour une partie, de la SFIO, même des communistes. Donc on voit bien qu'il y a un chassé-croisé, ce qu'on vit actuellement. Et donc moi, il y a ça qui me vient à l'esprit, c'est d'abord, regarder où on va,
Et après, essayer de se poser les choses claires. Mais il y en a deux choses qui me viennent encore, c'est comprendre que chez les gens, ce qui compte, c'est les hiérarchies des principes. C'est-à-dire, quand on regarde quelqu'un, on regarde quel est le principe le plus haut chez lui. On essaie de voir le principe le plus haut, parce que c'est celui-là qui va le commander dans les moments de crise. Et c'est celui-là qui, à un moment donné, par exemple sur la question européenne, il y a des gens qui, à un moment donné, vont revenir. C'est le cas de Brossolette, à un moment donné, pas sur la question européenne, mais sur la question de la paix. Il fait machine arrière, Brossolette. Lui, il est capable de faire ça. Mais d'autres vont aller jusqu'au bout. Et ces questions de hiérarchie de principes, elles sont vraiment fondamentales chez tous les gens. C'est qu'est-ce qui est le plus important quand on est dans la crise maximale? Où ils vont pencher? C'est ce qu'on voit dans le 10 juillet 40. C'est exactement ça. Les gens, ils penchent d'un côté ou de l'autre. Ceux qui tiennent un minimum, c'est ceux qui ont une hiérarchie dans laquelle ils se disent non, ça je peux pas. Ça, je ne peux pas. Donc ça, c'est fondamental aussi pour moi, dans la manière dont on doit voir les choses, c'est qu'est-ce qu'on a de plus haut, de plus cher pour nous. Et je dirais aussi la question de la tutelle. Parce qu'au final, la plupart des partis politiques, exactement comme maintenant, ont trahi. Enfin, c'est pas la plupart, c'est tous. Ils ont tous trahi. Et la plupart des gens l'ont fait, mais pas tous. Et alors, on a une poignée de gens qui n'ont pas trahi le pays. Et ils sont partout. Ils ne sont pas dans un endroit. Contrairement au discours qu'on entend tout le temps, ils ne viennent pas d'un seul endroit, pas du tout. Ils viennent de l'ensemble des champs politiques. Et donc, ces gens-là, en fait, à un moment donné, ils n'acceptent pas une tutelle extérieure, alors que quand on regarde bien tous les partis politiques, on prend le PC, la tutelle c'était Moscou, c'est ce qu'on leur reprochait. On prend des gens qui sont de l'autre côté à droite, ils vont avoir comme tutelle, par exemple, une attraction pour le modèle hitlérien. On va prendre la SFIO, là, à un moment donné, ils sont sur une tutelle, je dirais... alors, par exemple, ils ont un projet d'État suprême. Ils ont un échange avec le Parti travailliste en 1944. Et donc, ce texte-là, on le trouve dans les... encore une fois, c'est chez les Boubedel qu'on le trouve. Et on voit qu'ils sont sur cette logique de créer un État suprême. On va retrouver ça chez Cassin, qui est un grand bonhomme, hein, un grand bonhomme de la résistance, mais qui est quelqu'un de plus concret, et en plus il fait le bon choix. Lui, il va en juin 40, il retrouve De Gaulle. Donc, il y a cette question chez eux, chez les socialistes, par exemple, de se dire, bah non, il faut avoir quelque chose qui soit au-dessus de la nation, parce que la nation, ça peut être la guerre. Oui, et on retrouve ça. Ils vont reprendre l'idée des sociétés fabiennes britanniques, c'est des trucs des semi-délirants qui ont donné la SDN avec les fabuleux résultats qu'on sait. Ah oui, parce que la SDN, c'est un modèle qui est en fait essentiellement d'ailleurs qui prône le libéralisme et le libre-échange, qui est pareil. C'est un énorme problème. Parce qu'en fait, c'est pas simplement un modèle pour la paix. En fait, c'est pour la paix par le libre-échange. C'est pas n'importe quel modèle. Oui, c'est Ouais. Donc du coup, voilà, moi je vois ça, cet aspect-là, c'est-à-dire avoir comme objectif de faire converger de manière non fermée des gens qui ont en gros, ce que je dis souvent, deux principes fondamentaux. C'est-à-dire l'indépendance réelle, et non pas abstraite blabla, et la démocratie, c'est-à-dire le fait que la nation décide. Et là, on en revient à 89. Hein. C'est la nation. La nation, c'est une chose qui doit pouvoir exister chez nous, mais aussi chez les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas à aller conquérir des marchés et foutre le bazar chez les voisins. Oui, c'est cohérent. C'est un système, d'ailleurs ça se voit dans votre ouvrage, c'est que vous faites un exercice de pensée politique cohérent, c'est-à-dire ce qui sont nos droits sont également ceux des autres. C'est ça. Ce qui est... c'est assez gaulien, ça. Hein. Alors c'est très gaulien, c'est très gaulien, et surtout c'est un des principes qui va beaucoup servir, parce que la multipolarité fait qu'à un moment ce sera soit ça, soit l'Occident régressera, parce que maintenant il y a des gens qui ont tout à fait les moyens de dire non. Donc c'est ça. C'est ce que d'ailleurs on oublie que par exemple De Gaulle a tout un rapport avec le mouvement des non-alignés. Il essaye d'ailleurs d'entrer dans l'organisation. Il y a un pays qui s'y oppose fondamentalement, qui est bien sûr l'Algérie, mais il a de très bons rapports. Il est d'ailleurs assez considéré par la plupart de ses chefs d'État, parce que justement, il est l'un de ceux qui a compris le plus profondément que l'ère des empires était terminée. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette compréhension, en réalité, dans les années 70, quelque chose se passe dans les années 70-80, l'avènement de la religion des droits de l'homme, qui va opérer pour les meilleurs
sentiments du monde, mais on trouve toujours les meilleurs sentiments du monde pour faire ça. Une régression impériale et une régression coloniale qui nous a menés à l'Occident d'aujourd'hui, c'est-à-dire à des gens qui, comme De Gaulle l'avait prévu, il l'avait écrit dès la moitié des années 60, ils se feront haïr par tous et à la fin ils se feront jeter dehors, parler des Américains, nous n'en sommes plus très loin. Pour terminer brièvement, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une figure qui vous a marqué dans ce rassemblement, dans ce type d'homme qui, face à la crise, arrive à rassembler les siens au-delà de clivages idéologiques? Il y en a plusieurs. Mais une qui vous aurait particulièrement marqué. Pour être l'exemple d'aujourd'hui. Et les histoires étant elles-mêmes divisées, ce n'est pas évident. J'aime beaucoup... Alors, j'en prendrais bien 3, moi. J'aime énormément le duo Villon de Bébridel. Je trouve que ce sont des amis, alors qu'ils passent par des phases de division profonde dans leur vie après-guerre, à cause de la guerre froide, et puis ils reviennent ensemble dans le cadre de l'association qu'ils ont sur la résistance. Et ils sont amis, alors qu'ils viennent de deux univers totalement opposés. Et je trouve que cette histoire d'amitié, elle est au-delà, elle combine une vision politique, une capacité de s'ouvrir à l'autre, dans l'action, de faire confiance. Et en plus, ils y ajoutent de l'amitié, ce qui est très beau. Ce qui est très très beau. Donc j'aime beaucoup ce duo-là. Après, j'aime beaucoup Georges Boris aussi, qui est une personnalité très discrète, et qui a en même temps travaillé avec deux géants de notre histoire, quand même, Mendes et De Gaulle, et qui travaille aussi avec Blum, que moi je ne mets pas au même niveau, même si je considère qu'il n'est pas négatif sur tous les plans, Blum, mais je ne serais pas aussi généreux tout le temps. Voilà. Mais j'aime beaucoup Georges Boris, parce que c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en cause. C'est-à-dire qu'il n'est pas, à la base, il l'est pour le laisser faire. Il a tendance à être libéral. Et c'est lui qui, effectivement, fait un virage, alors qu'il n'en a pas envie, mais il le fait sur le keynésianisme, sur la dévaluation, sur le plan. C'est-à-dire qu'il se remet en cause lui-même. Et ça, cette capacité à se remettre en cause, je trouve que c'est... Et en plus, à transmettre. C'est une personnalité que je trouve très belle. Ouais. C'était des hommes d'intérêt qui vivaient pour l'intérêt national. C'est un type humain en dormition, mais qui peut se réveiller à tout moment. Oui. Alors, qui n'a pas complètement disparu, contrairement à ce que j'entends. Et c'est entre autres pour ça que je voulais qu'on parle de votre magnifique ouvrage, parce que c'est d'ailleurs un beau message pour l'été, pour ceux qui vont réfléchir pendant cet été. C'est qu'à un moment, comme le disait Henry Miller, c'est une citation que j'aime beaucoup de cet auteur américain, il y a quelques hommes à chaque génération qui empêchent la société de pourrir, tout à fait. Voilà. Et c'est en cultivant la mémoire de ces hommes-là qu'une société se maintient en vie. Merci à tous, chers amis de TV Liberté. Merci à vous, Stéphane, d'être venu. Et je souhaite vraiment le plus grand succès à votre livre, parce que moi, ça fait du bien de temps en temps d'être un peu positif quand les temps sont un peu lourds. Merci à tous et je vous souhaite une excellente période estivale, des vacances pour ceux qui peuvent en prendre, un très bon été. Et je vous dis, si tout se passe bien, à la rentrée. À bientôt.